La fumée s'élevait encore au-dessus de Béziers, quand Aliénor de Cordes referma la porte de sa modeste maison d'herboriste. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de cette rage silencieuse qui bouillonnait en elle depuis que les croisés avaient massacré 20 000 âmes au nom du Christ. Dehors, dans les ruelles tortueuses de Carcassonne, les soldats du pape patrouillaient, cherchant les hérétiques cathares qui se cachaient comme des rats dans les ombres de la cité fortifiée. Elle avait 30 ans, des cheveux noirs comme l'ébène qu'elle tressait serrés sous son voile de lin, et des yeux verts qui avaient vu trop de morts pour son âge. Son père lui avait enseigné l'art des simples, sa mère celui du silence. Dans le Languedoc de cette année maudite, le silence était devenu une prière plus puissante que tous les Ave Maria. On frappa à sa porte. 3 coups brefs, 2 longs. Le signal. Aliénor sentit son cœur s'accélérer. Elle essuya ses mains sur son tablier taché de suc de plante et s'approcha de la porte de chêne renforcée. « Qui va là » demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « Une brebis égarée qui cherche le berger » répondit une voix rauque, presque inaudible. C'était le mot de passe. Aliénor déverrouilla rapidement la porte et l'entr'ouvrit. Dans la pénombre de la ruelle, un homme s'effondrait contre le chambranle, son manteau sombre maculé de sang. Elle le saisit par le bras et le tira à l'intérieur avec une force surprenante pour sa stature menue. L'homme était un parfait cathare, elle le reconnut immédiatement à la corde qui ceignait sa robe noire, même souillée qu'elle était. Son visage émacié portait les traces de coups et une plaie béante déchirait son flanc gauche. Il respirait par saccades, chaque inspiration semblant lui arracher un cri qui l'étouffait entre ses dents serrées. « Esclarmonde » murmura-t-il en s'agrippant à la main d'Aliénor. « Il faut prévenir Esclarmonde, les reliques, le trésor de Montségur. »« Chut !» souffla Aliénor en l'aidant à s'allonger sur la paillasse près de l'âtre. « Ne parlez pas, conservez vos forces. » Elle alluma une chandelle et examina la blessure. Une lame l'avait transpercée de part en part, mais par miracle, elle avait manqué les organes vitaux. Il avait perdu beaucoup de sang, cependant, trop peut-être. Aliénor se mit au travail avec l'efficacité née de l'habitude. Elle prépara une décoction de consoude et d'achillée millefeuille, nettoya la plaie avec du vinaigre additionné d'ail écrasé, puis appliqua un cataplasme d'argile et de miel. Le parfait avait perdu connaissance, ce qui était préférable. La douleur aurait pu le faire crier, et les cris attiraient les croisés comme le sang attire les loups. Pendant qu'elle travaillait, Aliénor ne put s'empêcher de penser à son frère Raymond. Où était-il en ce moment? Avait-il lui aussi trouvé refuge quelque part, ou gisait-il dans un fossé, la gorge tranchée par les soldats de Simon de Montfort? Cette pensée lui glaça le sang. Raymond était tout ce qui lui restait depuis que leurs parents avaient péri dans l'incendie de leur mât 3 ans plus tôt. Un incendie qui n'avait rien eu d'accidentel. La nuit tomba sur Carcassonne comme un linceul. Aliénor veilla son patient, changeant régulièrement ses pansements, lui faisant boire des infusions quand il reprenait brièvement conscience. Vers minuit, alors qu'elle somnolait sur sa chaise, un nouveau coup à la porte la fit sursauter. Cette fois, ce n'était pas le signal habituel. C'était un martèlement autoritaire, impérieux. « Ouvrez au nom du légat du pape !» Le sang d'Aliénor se figea dans ses veines. Elle regarda le parfait inconscient sur la paillasse. Impossible de le cacher maintenant. Sa maison ne comportait qu'une seule pièce, avec une petite remise attenante où elle rangeait ses herbes. Il n'y avait nulle part où dissimuler un homme blessé. « J'arrive !» cria-t-elle, en s'efforçant de garder une voix normale. Elle jeta une couverture sur le parfait et empila rapidement des sacs d'herbes séchées autour de lui, créant l'illusion d'un simple tas de marchandises. Puis elle déverrouilla la porte. 3 hommes se tenaient sur le seuil. Le premier était un chevalier dans la fleur de l'âge, vêtu d'une cotte de maille qui étincelait à la lueur des torches. Ses cheveux blonds encadraient un visage aux traits réguliers, mais ses yeux bleus avaient cette dureté que confère la guerre.
Les deux autres étaient des soldats ordinaires, armés de halbarbes. « Dame Aliénor de Corde ?» demanda le chevalier. « C'est moi, messire. Je suis Guilhem de Montfort, chevalier au service de mon oncle Simon. Nous recherchons un hérétique blessé qui s'est échappé de notre campement. Des traces de sang mènent jusqu'à votre rue. » Aliénor sentit sa gorge se serrer, mais elle soutint le regard du chevalier sans ciller. « Je suis herboriste, messire. De nombreux malades viennent me voir. Du sang sur le pas de ma porte n'est pas inhabituel. » Guilhem de Montfort la dévisagea un long moment, comme s'il cherchait à lire dans son âme. Puis, sans demander la permission, il entra dans la maison, ses soldats sur les talons. La pièce était petite, encombrée de pots en terre cuite, de bouquets d'herbes suspendus aux poutres, de mortiers et de fioles diverses. L'odeur âcre des plantes médicinales imprégnait l'air. Guilhem examina chaque recoin avec une attention minutieuse. Son regard s'attarda sur le tas de sacs près de l'âtre. « Qu'y a-t-il là-dessous ?»« Mes réserves de plantes pour l'hiver, messire. Lavande, thym, romarin. » Le chevalier s'approcha, et Aliénor retint son souffle. Il allait découvrir le parfait. Tout était fini. Elle serait brûlée vive sur le bûcher, comme tant d'autres avant elle. Elle pensa à Esclarmonde, la vieille parfaite qui l'avait initiée au secret de la foi cathare. Qui prendrait soin d'elle maintenant? Guilhem tendit la main vers les sacs. À cet instant précis, une détonation retentit à l'extérieur, suivie de cris et du bruit de course. Un incendie peut-être, ou une nouvelle chasse à l'homme. « Messire !» appela un des soldats depuis la porte. « On a besoin de renforts près de la porte narbonnaise. » Guilhem hésita, sa main suspendue au-dessus des sacs. Puis il se redressa brusquement et se dirigea vers la sortie. « Nous reviendrons, » dit-il en fixant Aliénor avec une intensité troublante. « Si vous cachez un hérétique, dame Aliénor, sachez que la miséricorde de l'Église a des limites. » « Je ne suis qu'une humble guérisseuse, messire. Mon seul crime est de soulager la douleur. » Il la scruta encore un instant, puis sortit dans la nuit avec ses hommes. Aliénor attendit que le bruit de leurs pas s'éloigne avant de s'effondrer contre la porte, les jambes tremblantes. Elle avait frôlé la mort de si près qu'elle en sentait encore le souffle glacé sur sa nuque. Quand elle se retourna, elle vit que le parfait avait repris conscience. Ses yeux sombres, brillants de fièvre, la fixaient avec reconnaissance. « Vous m'avez sauvé, » murmura-t-il. « Ne parlez pas, la fièvre monte, il faut que vous buviez. » Elle lui fit avaler une infusion d'écorce de saule et de reine des prés, puis changea de nouveau son pansement. La plaie ne saignait plus, mais les signes d'infection commençaient à apparaître. Il lui faudrait des herbes plus puissantes, peut-être même du mithridate si elle pouvait s'en procurer. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle doucement. « Pierre Arnaud de Cabaret. » Il toussa, grimaçant de douleur. « Je dois transmettre un message à Esclarmonde, c'est vital. Les croisés, ils ont découvert l'existence du réseau de la Rose Noire. » Aliénor sentit son sang se glacer. La Rose Noire était le nom secret donné au réseau de passages souterrains qui permettait aux cathares de fuir vers l'Aragon et la Catalogne. Si les croisés en connaissaient l'existence, des centaines de vies étaient en danger. Où puis-je trouver Esclarmonde? Dans les grottes, près de la rivière Aude. Pierre Arnaud s'agrippait à son bras avec une force désespérée. Mais prenez garde, il y a un traître parmi nous, quelqu'un qui vend nos secrets aux croisés. Qui? Je ne sais pas, j'ai entendu des voix, avant qu'il ne m'attaque. L'un des nôtres négocie avec le légat du pape. Il fut secoué d'une nouvelle quinte de toux, crachant du sang. Promettez-moi que vous préviendrez Esclarmonde. Je le promets. Pierre Arnaud sembla se détendre légèrement. Ses paupières se firent lourdes. « La rose noire fleurit dans l'ombre », murmura-t-il, avant de sombrer de nouveau dans l'inconscience. « Souvenez-vous, la rose noire. »
Aliénor passa le reste de la nuit à veiller sur lui, mais au petit matin, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les volets, Pierre Arnaud rendit son dernier soupir. Son visage, dans la mort, avait retrouvé une sérénité presque enfantine. Aliénor lui ferma doucement les yeux et récita la prière cathare qu'Esclarmonde lui avait enseignée, celle qui guidait les âmes vers la lumière. Maintenant, elle devait accomplir sa promesse. Mais comment quitter la ville sans éveiller les soupçons? Les portes étaient gardées, les patrouilles constantes. Et puis, il y avait ce chevalier, Guillaume de Montfort, qui avait promis de revenir. Elle enveloppa le corps de Pierre Arnaud dans un linceul de toile grossière et le cacha dans la remise, sous des sacs de grains. Il faudrait l'enterrer dignement, mais pas maintenant, pas avant d'avoir accompli sa mission. Aliénor se lava, changea de vêtements et arrangea ses cheveux sous un voile propre. Puis, elle prépara son panier d'herboriste, y glissant quelques fioles et sachets comme si elle partait faire sa tournée habituelle. Au fond du panier, dissimulé sous des feuilles de menthe séchées, elle cacha le petit médaillon en argent que Pierre Arnaud portait au cou. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait que c'était important. Le soleil était déjà haut quand elle sortit de chez elle. Les rues de Carcassonne grouillaient d'activité. Marchands ambulants, soldats, mendiants, femmes portant leurs cruches d'eau. La vie continuait, malgré la guerre, malgré la peur. L'humanité avait cette capacité extraordinaire de s'adapter même aux pires horreurs. Aliénor se dirigea vers le marché, s'arrêtant ici et là pour vendre quelques remèdes, échangeant des nouvelles avec les autres commerçants. Elle apprit ainsi que 3 cathares avaient été capturés près de la porte narbonnaise la nuit précédente. Ils seraient brûlés publiquement le lendemain, pour l'exemple. Le cœur lourd, elle poursuivit son chemin vers les remparts sud, là où se trouvait la poterne des jardins. C'était une petite porte peu utilisée, généralement gardée par un seul soldat. Avec un peu de chance et une bonne histoire, elle pourrait passer. Le garde était un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, probablement un paysan enrôlé de force dans l'armée des croisés. Il avait l'air de s'ennuyer ferme. « Où allez-vous, madame » demanda-t-il sans réelle conviction. « Récolter des herbes près de la rivière » répondit Aliénor en lui montrant son panier. « La vieille dame de Barbacane a besoin de mon remède contre la goutte et il me manque de l'ortie fraîche. » Le garde jeta un coup d'œil distrait dans le panier. « Faites attention aux routiers, dit-il en ouvrant la porte. Il paraît qu'il y a des brigands dans les bois. Merci du conseil. » Aliénor sortit de la ville avec un sentiment de soulagement mêlé d'appréhension. Elle était libre, mais pour combien de temps? Et réussirait-elle à trouver Esclarmonde avant que les croisés ne la retrouvent? Le chemin descendait en pente douce vers les berges de l'Aude. La rivière coulait paisiblement, ses eaux claires reflétant le ciel bleu de ce début d'automne. À cette époque de l'année, les forêts revêtaient leur parure dorée, et l'air sentait bon la terre humide et les champignons. Un monde si beau, si paisible en apparence, et pourtant souillé par tant de sang. Aliénor suivit le cours de la rivière vers l'amont, comme Pierre Arnaud le lui avait indiqué. Les grottes dont il avait parlé devaient se trouver du côté des collines boisées, là où les falaises calcaires se dressaient comme des dents géantes. C'était un endroit isolé, parfait pour se cacher. Elle marcha pendant près d'1 heure, s'arrêtant parfois pour écouter les bruits de la forêt. Rien de suspect, seulement le chant des oiseaux et le murmure de l'eau sur les pierres. Enfin, elle aperçut les grottes. Il y en avait plusieurs, creusées par l'érosion dans la roche blanche. Aliénor s'approcha prudemment, tous ses sens en alerte. L'entrée de la plus grande était dissimulée par un rideau de lierre et de ronces. « Esclarmonde » appela-t-elle doucement. « C'est Aliénor de Cordes, Pierre Arnaud m'envoie. » Le silence lui répondit. Elle pénétra dans la grotte, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité. L'air était frais, presque froid, chargé de l'odeur minérale de la pierre mouillée. Au fond de la caverne, elle distingua une forme recroquevillée près d'un petit feu qui couvait.
C'était une femme âgée, vêtue de la robe noire des parfaites cathares. Ses cheveux blancs tombaient librement sur ses épaules, et son visage ridé avait la sérénité de ceux qui ont fait la paix avec la mort. « Esclarmonde » souffla Aliénor en s'agenouillant près d'elle. La vieille femme ouvrit les yeux. Ils étaient d'un bleu délavé, presque transparent, mais encore vif d'intelligence. « Aliénor, mon enfant, je savais que tu viendrais. » Sa voix était douce, mélodieuse malgré son grand âge. « Pierre Arnaud est mort, n'est-ce pas? » « Oui, cette nuit, dans ma maison, il m'a chargé de vous transmettre un message. » Aliénor lui raconta tout, l'arrivée de Pierre Arnaud, sa blessure, ses paroles sur le réseau de la Rose Noire et le traître dans leur rang. Esclarmonde écouta en silence, son visage ne trahissant aucune émotion. « Ainsi, nous sommes découverts, dit-elle enfin. Je le craignais. Depuis quelques semaines, trop de nos refuges ont été retrouvés, trop de nos frères et sœurs capturés. Il y a effectivement un traître parmi nous. Savez-vous qui? J'ai mes soupçons, mais aucune certitude. » Esclarmonde se leva avec difficulté, s'appuyant sur un bâton noueux. Ce qui est certain, c'est que nous devons évacuer les refuges immédiatement et fermer le passage de la Rose Noire, du moins temporairement. Comment puis-je vous aider? La vieille parfaite la regarda avec une affection mêlée de tristesse. « Tu en as déjà tant fait, mon enfant. Tu as risqué ta vie pour sauver Pierre Arnaud. Mais si tu veux vraiment aider, j'ai une mission pour toi, une mission dangereuse. Dites-moi, il faut prévenir ton frère Raymond. Il est à Montségur en ce moment, avec un groupe de réfugiés qu'il doit conduire vers l'Aragon par le passage de la Rose Noire. Mais si les croisés connaissent l'existence du réseau, c'est un piège mortel. Il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Aliénor sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Raymond était vivant, et il était à Montségur, la forteresse cathare perchée sur son piton rocheux à plusieurs jours de marche d'ici. Comment puis-je atteindre Montségur sans me faire prendre? Tu ne peux pas y aller seul. Il te faut un guide, quelqu'un qui connaît les chemins secrets. Esclarmonde fouilla dans un sac de cuir et en sortit un petit objet qu'elle tendit à Aliénor. C'était une rose sculptée dans du bois sombre, presque noir. « Montre ceci à l'aubergiste de la Croix-Blanche, dans le village de Limoux. Dis-lui que la rose noire fleurit dans l'ombre. Il saura quoi faire. » Aliénor prit la rose sculptée, sentant sous ses doigts la douceur du bois poli par le temps. « Et vous, que deviendrez-vous? » « Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai vécu longtemps, trop longtemps peut-être. Si c'est la volonté de Dieu que je finisse sur un bûcher, qu'il en soit ainsi. Mon âme est pure, et je n'ai pas peur de retourner à la lumière. » Les deux femmes s'embrassèrent, sachant que c'était peut-être la dernière fois qu'elles se voyaient. Puis Aliénor quitta la grotte et reprit le chemin de Carcassonne, la Rose Noire serrée contre son cœur. La nuit tombait quand elle atteignit les faubourgs de la ville. Les portes seraient bientôt fermées, et elle devait rentrer avant le couvre-feu. Mais, alors qu'elle approchait de la poterne, elle vit avec horreur qu'elle était gardée par plusieurs soldats, et non plus par le jeune garde débonnaire de ce matin. Plus inquiétant encore, Guilhem de Montfort se tenait là, comme s'il l'attendait. « Dame Aliénor, dit-il en s'avançant vers elle, quelle surprise de vous voir revenir si tard. La cueillette d'orties a-t-elle été fructueuse ?» Il y avait une note d'ironie dans sa voix qui fit frissonner Aliénor. Il savait, ou du moins il se doutait de quelque chose. « J'ai rencontré une vieille connaissance, et le temps a passé sans que je m'en aperçoive, messire. »« Vraiment ?» Guilhem fit signe à l'un de ses soldats. « Fouille son panier. » L'homme s'exécuta, vidant le contenu du panier sur le sol. Herbes, fioles, sachets et le médaillon de Pierre Arnaud qui roula sur les pavés avec un tintement métallique. Guilhem le ramassa et l'examina attentivement. C'était un médaillon en argent représentant une colombe, symbole des cathares. « Voilà qui est intéressant, »
dit-il en fixant Aliénor. « Un bijou cathare. Comment êtes-vous entré en possession de cet objet ?» Aliénor sentit la panique monter en elle, mais elle s'efforça de garder son calme. « Un patient me l'a donné en paiement, je ne savais pas ce qu'il représentait. »« Vous mentez. » Guilhem s'approcha d'elle jusqu'à ce que leurs visages ne soient qu'à quelques pouces l'un de l'autre. « L'homme que nous recherchions hier soir portait ce médaillon. Il est mort, n'est-ce pas, dans votre maison. »« Je ne... » »« Ne niez pas, nous avons trouvé son corps ce matin dans votre remise. » Le chevalier la saisit par le bras, pas brutalement, mais fermement. « Dame Aliénor de Cordes, vous êtes arrêtée pour complicité d'hérésie et recel de criminels. » Le monde sembla basculer autour d'Aliénor. Comment avait-il découvert le corps? Elle l'avait pourtant bien caché. À moins que... « Le traître, souffla-t-elle, quelqu'un vous a prévenu. » Guilhem fronça les sourcils, surpris par cette remarque, mais il ne desserra pas sa prise. « Emmenez-la au château, ordonna-t-il à ses soldats. Le légat du pape voudra l'interroger personnellement. » On lui lia les mains dans le dos et on la conduisit à travers les rues de Carcassonne jusqu'au château comtal, une imposante forteresse qui dominait la cité. Les passants la regardaient avec un mélange de pitié et de crainte. Chacun savait ce qui attendait les hérétiques, la question puis le bûcher. On la jeta dans un cachot humide aux murs suintants. Il n'avait pour tout mobilier qu'une paillasse moisie et un seau pour ses besoins. Une unique ouverture grillagée près du plafond laissait filtrer un peu de lumière du jour. Aliénor s'assit sur la paillasse, tremblante de froid et de peur. Elle avait échoué. Raymond ne serait jamais prévenu. Les réfugiés de Montségur marcheraient droit dans le piège. Et elle mourrait sur le bûcher sans avoir pu faire quoi que ce soit pour les sauver. La rose noire sculptée était toujours cachée dans sa manche. Les soldats ne l'avaient pas trouvée. C'était une maigre consolation, mais c'était tout ce qui lui restait. Les heures passèrent avec une lenteur insupportable. De temps en temps, elle entendait des cris venant d'autres cellules, des bruits de chaînes, des sanglots. La souffrance était palpable dans l'air vicié du donjon. Enfin, alors que la nuit était tombée depuis longtemps, la porte de sa cellule s'ouvrit. Guilhem de Montfort entra, portant une torche qui projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre. « Dame Aliénor, dit-il en refermant la porte derrière lui, le légat du pape souhaite vous voir demain à l'aube. Il va vous interroger sur vos activités hérétiques. Je dois vous avertir que Pierre Arnaud de Barbacane est persuasif dans ses méthodes. »« Vous voulez dire qu'il va me torturer ?» »« C'est le terme exact, oui. » Guilhem s'assit sur un tabouret près de la porte, posant la torche dans un anneau de fer. « Mais il ne doit pas en arriver là, pas si vous coopérez. »« Coopérer ?» Aliénor laissa échapper un rire amer. « Vous voulez que je trahisse les miens pour sauver ma peau ? Je veux que vous restiez en vie. » Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Écoutez-moi bien. Je ne suis pas comme les autres croisés. Je n'ai pas choisi d'être ici. Mon oncle Simon m'a ordonné de le rejoindre, et un chevalier ne désobéit pas à son suzerain. Mais je n'ai aucun plaisir à massacrer des innocents. Alors pourquoi le faites-vous ? Parce que c'est mon devoir. » Guilhem se passa une main dans les cheveux, visiblement tourmenté. Mais parfois, la frontière entre le devoir et le crime devient floue. J'ai vu des choses que je n'oublierai jamais. Des femmes et des enfants massacrés, des villages entiers réduits en cendres. Tout cela au nom du Christ. Il se leva et s'approcha d'elle. À la lueur de la torche, Aliénor put voir que ses yeux bleus étaient troubles, hantés. « Je peux vous aider à vous échapper, dit-il à voix basse, mais en échange, vous devez me dire la vérité. Qu'est-ce que la rose noire ?» Aliénor le dévisagea, incrédule.
Était-ce un piège? Un moyen de lui faire avouer ce qu'elle savait? Ou bien cet homme était-il sincère? Pourquoi voulez-vous m'aider? Parce que je ne veux pas que vous mouriez. Il détourna le regard mal à l'aise. Et parce que j'en ai assez de servir une cause en laquelle je ne crois plus. Un long silence s'installa entre eux. Aliénor pesait chaque mot, chaque intonation. Son instinct lui disait de faire confiance à cet homme, mais son esprit criait à la trahison. La rose noire est un réseau de passages secrets, finit-elle par dire, des tunnels et des grottes qui permettent aux cathares de fuir vers l'Aragon. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Je sais que ce réseau existe. Ce que je ne sais pas, c'est où il se trouve. Guilhem se pencha vers elle. Dites-le-moi, et je vous fais sortir d'ici cette nuit même. Et ensuite, vous utiliserez cette information pour capturer d'autres innocents? Non. Je jure sur mon honneur de chevalier que je n'en ferai rien. Je veux juste comprendre. Comprendre pourquoi tant de gens préfèrent risquer leur vie plutôt que de renier leur foi. Aliénor le fixa longuement. Dans ses yeux, elle ne vit pas la cruauté des fanatiques, mais une sincère confusion, une quête de sens. « Mon frère, dit-elle finalement, mon frère Raymond est à Montségur en ce moment. Il va conduire un groupe de réfugiés par le passage de la Rose Noire dans 3 jours. Si vous me laissez partir, je pourrai le prévenir que c'est un piège. Mais si je reste ici, il mourra, et tous ceux qui sont avec lui. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je n'ai pas le choix. Des larmes coulaient maintenant sur les joues d'Aliénor. Mon frère est tout ce qui me reste. Si je dois vous révéler nos secrets pour le sauver, alors qu'il en soit ainsi. Je préfère être une traîtresse vivante qu'une martyre morte. Guilhem resta silencieux un long moment. Puis il se leva brusquement et se dirigea vers la porte. « Soyez prête à minuit, dit-il sans se retourner. Je reviendrai vous chercher. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Aliénor. « Qu'avez-vous à y gagner ?» Le chevalier s'arrêta sur le seuil, la main sur la poignée de la porte. « Mon âme, peut-être, » répondit-il avant de disparaître dans l'obscurité. Aliénor resta seule dans sa cellule, le cœur battant. Était-ce vraiment en train de se produire? Allait-elle vraiment s'échapper? Ou bien était-ce un piège cruel pour lui extorquer plus d'informations? Elle n'eut pas longtemps à attendre. Quelques heures plus tard, elle entendit le bruit de pas feutrés dans le couloir. La porte s'ouvrit sans un grincement. Guilhem était là, vêtu de noir, sans son armure. Il portait un paquet de vêtements. « Mettez ça », chuchota-t-il en lui tendant le paquet. « Des habits de paysanne. Vous devez passer inaperçu. » Aliénor se changea rapidement pendant qu'il tournait le dos par courtoisie. Les vêtements étaient simples mais propres. Une robe de laine brune, un tablier, un châle. Elle cacha ses cheveux sous un bonnet. « Comment allons-nous sortir? Les gardes ?» « J'ai fait mettre du vin drogué dans leur ration. Ils dorment tous. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Venez. » Ils se glissèrent hors de la cellule et remontèrent un escalier étroit. Aliénor reconnut le chemin. C'était celui qui menait au rempart. Effectivement, les gardes étaient affalés à leur poste, ronflant bruyamment. « Par ici !» souffla Guilhem, en l'entraînant vers une section du mur où pendait une corde. « Vous avez préparé tout cela ?»« Depuis ce matin. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. » Il attacha la corde autour de la taille d'Aliénor. « Je vais vous descendre le long du mur. En bas, il y a des chevaux attachés. Prenez le cheval noir, il est le plus rapide. Et vous ? Moi, je reste. Si je disparais en même temps que vous, on saura que je suis impliqué. » Il commença à la faire descendre lentement. « Allez à Montségur, sauvez votre frère. Mais après, partez loin d'ici. Ne revenez jamais à Carcassonne. » Aliénor sentit ses pieds toucher le sol. Elle leva les yeux vers les remparts où la silhouette de Guilhem se découpait dans la lumière de la lune. « Merci, » murmura-t-elle, sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre. Elle détacha le cheval noir, monta en selle et s'élança dans la nuit.
Le voyage vers Montségur prit 2 jours et demi. Aliénor chevaucha sans s'arrêter, sauf pour laisser reposer le cheval et se procurer un peu de nourriture dans les villages qu'elle traversait. Elle évitait les grandes routes, préférant les sentiers forestiers où elle risquait moins de croiser des patrouilles. Le paysage changeait à mesure qu'elle progressait vers le sud. Les collines douces du Minervois cédaient la place aux montagnes abruptes de l'Ariège. L'air devenait plus vif, chargé de l'odeur des sapins et de la nage des sommets lointains. Montségur apparut enfin, dressé sur son piton rocheux comme un défi lancé au ciel. La forteresse était imprenable, disait-on. Construite à plus de 1000 mètres d'altitude, accessible seulement par des sentiers escarpés, elle était devenue le dernier refuge des cathares persécutés. Aliénor laissa son cheval dans un village au pied de la montagne et entama l'ascension à pied. Le chemin était périlleux, serpentant entre les rochers et les précipices. À plusieurs reprises, elle dut s'agripper aux racines des arbres pour ne pas glisser. Enfin, épuisée, elle atteignit les portes de la forteresse. Des gardes l'accueillirent avec méfiance, mais quand elle montra la rose noire sculptée et prononça le mot de passe, ils la laissèrent entrer. L'intérieur de Montségur était un véritable village fortifié. Des maisons de pierre s'entassaient contre les remparts, et des dizaines de personnes vaquaient à leurs occupations. Femmes tissant, hommes forgeant des armes, enfants jouant dans la cour. Tous des réfugiés cathares qui avaient fui les croisés. « Aliénor !» Elle se retourna et vit son frère qui courait vers elle. Raymond était plus grand qu'elle, brun comme leur père, avec des yeux noisettes pétillants d'intelligence. Il la serra dans ses bras avec tant de force qu'elle en eut le souffle coupé. « Ma sœur, je te croyais morte quand j'ai appris que tu avais été arrêtée. »« Comment sais-tu cela ? » ?»« Un messager d'Esclarmonde est arrivé hier. Il a dit que tu avais été capturée par les croisés. » Il la tint à bout de bras, scrutant son visage. « Comment as-tu réussi à t'échapper ?»« C'est une longue histoire. Mais écoute Raymond, il faut que tu annules l'évacuation. Le réseau de la Rose Noire est compromis. Les croisés connaissent son existence. C'est un piège. » Le visage de Raymond se durcit. « Je sais, le messager d'Esclarmonde nous a prévenus. Mais nous n'avons pas le choix, Aliénor. Les croisés montent une armée pour assiéger Montségur. Ils seront là dans 1 semaine, peut-être moins. Si nous ne partons pas maintenant, nous serons tous massacrés. Mais si vous empruntez le passage de la Rose Noire, vous tomberez droit dans leurs mains. » Pas nécessairement. Raymond l'entraîna vers une maison où plusieurs hommes étaient réunis autour d'une table couverte de cartes. Nous avons élaboré un plan. Un groupe partira par la Rose Noire pour servir de leurre. Pendant ce temps, un autre groupe, le vrai convoi de réfugiés, empruntera un passage secret que les croisés ne connaissent pas. Un passage secret ? Où ? Un vieil homme à la barbe blanche se leva et désigna un point sur la carte. Ici, sous la montagne, il existe un réseau de grottes naturelles qui débouchent de l'autre côté du massif. C'est dangereux, instable, mais c'est notre seule chance. Aliénor examina la carte avec attention. Le plan était audacieux, mais il pouvait fonctionner, à condition que le groupe leur soit assez crédible pour attirer les croisés. « Qui dirigera le groupe leur ?» demanda-t-elle. Le silence qui suivit sa question lui donna la réponse. « Toi, dit-elle en fixant son frère, tu vas diriger le groupe leur. »« C'est mon devoir. »« C'est de la folie, tu vas te faire tuer !»« Nous ne serons pas tués. » Raymond posa une main apaisante sur son épaule. « Nous ferons croire aux croisés que nous sommes le convoi principal. Ils nous suivront, nous tendrons une embuscade. Mais nous serons préparés. Et pendant qu'ils s'occupent de nous, les autres seront en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors nous mourrons en héros. » Il sourit, de ce sourire insouciant qu'elle connaissait si bien. « Allez, sœurette, tu me connais, je suis comme un chat, j'ai 9 vies. Les chats finissent toujours par les perdre toutes. » Aliénor passa les heures suivantes à aider aux préparatifs. Il y avait tant à faire, emballer les provisions, préparer les chevaux, rassurer les enfants terrorisés, soigner les blessés et les malades.
Elle retrouva ses gestes d'herboriste, appliquant des baumes et préparant des potions avec les rares ingrédients disponibles. La nuit tomba sur Montségur. Demain à l'aube, les deux groupes partiraient. L'un vers une mort probable, l'autre vers l'espoir d'une vie nouvelle en Catalogne. Aliénor ne put fermer l'œil. Elle resta assise près du feu, regardant les flammes danser. Tant de vie dépendait des choix qu'ils avaient faits, et elle ne pouvait s'empêcher de penser à Guillaume de Montfort. Que lui était-il arrivé après son évasion? Avait-il été découvert? Était-il en prison? Ou pire, tu penses à lui, n'est-ce pas? Aliénor sursauta. Raymond s'était assis près d'elle sans qu'elle s'en aperçoive. À qui? Au chevalier qui t'a aidé à t'échapper. Ne me mens pas, je te connais trop bien. Il lui tendit une gourde de vin. Bois, ça te réchauffera. Elle but une gorgée, sentant le liquide chaud descendre dans sa gorge. Oui, je pense à lui. Il a risqué sa vie pour moi, pour nous, et je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a vu en toi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Raymond regarda le feu. Ce n'est pas parce qu'on porte une armure qu'on n'a pas de cœur. Tu crois qu'il est encore en vie? Je l'espère pour lui, et pour toi. Il se leva et lui tendit la main. Viens, il faut que tu dormes un peu. Demain sera une longue journée. Mais Aliénor ne dormit pas. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube, écoutant les bruits de la forteresse qui s'éveillait lentement. Les premiers rayons du soleil doraient les remparts quand les deux groupes se rassemblèrent dans la cour. Le groupe leur comptait 15 personnes, dont Raymond. Ils étaient armés et portaient des paquets volumineux pour faire croire qu'ils transportaient le trésor de Montségur. Le vrai convoi comptait une 50aine de personnes, surtout des femmes, des enfants et des vieillards. Esclarmonde était là aussi. Elle avait réussi à rejoindre Montségur après le départ d'Aliénor. La vieille parfaite bénit les deux groupes, traçant sur leur front le signe de la colombe. « Que Dieu vous garde et vous guide », dit-elle de sa voix douce. « Rappelez-vous que la mort n'est qu'un passage. Nos âmes sont éternelles, et nous nous retrouverons dans la lumière. » Aliénor embrassa son frère une dernière fois. « Reviens-moi, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Les deux groupes partirent dans des directions opposées. Aliénor faisait partie du vrai convoi qui descendit par le flanc nord de la montagne vers l'entrée des grottes. Le chemin était périlleux, mais ils avancèrent, lentement, prudemment. L'entrée des grottes était dissimulée derrière une cascade. Il fallut se mouiller jusqu'aux os pour la franchir. L'obscurité les engloutit aussitôt, épaisse, oppressante. On alluma des torches et la petite troupe s'enfonça dans les entrailles de la terre. Les grottes étaient immenses, cathédrales naturelles ornées de stalactites et de stalagmites. L'eau suintait partout, formant des ruisselets qui chantaient dans le noir. Parfois, le passage se rétrécissait tellement qu'il fallait ramper. D'autres fois, il s'élargissait en salles gigantesques dont on ne voyait pas le plafond. Ils marchèrent pendant des heures, perdant toute notion du temps. Les enfants pleuraient, les vieillards gémissaient d'épuisement. Mais personne ne se plaignait vraiment. Tous savaient que c'était leur seule chance de survie. Soudain, un cri retentit en tête de colonne. Aliénor se précipita et découvrit avec horreur qu'une portion du sol s'était effondrée, ouvrant un gouffre béant. Un homme avait failli y tomber et se cramponnait au bord, suspendu dans le vide. On le tira en arrière, le cœur battant. Mais le problème demeurait, comment franchir ce gouffre? Il faisait bien 5 mètres de large et on ne voyait pas le fond. « Il faut trouver un autre chemin », dit le guide, un montagnard qui connaissait les grottes. « Il n'y en a pas », répondit un autre, « c'est le seul passage vers la sortie. » Un débat s'engagea. Certains voulaient faire demi-tour, d'autres cherchaient une solution. Finalement, on décida de construire un pont de fortune avec les planches et les cordes qu'on avait emportées. Cela prit 2 heures de travail acharné, mais finalement, un pont branlant enjamba le gouffre.
On fit passer les femmes et les enfants en premier, puis les hommes, puis les bagages. Aliénor était parmi les derniers. Alors qu'elle traversait, une planche craqua sous son poids. Elle sentit le pont osciller dangereusement. Son cœur bondit dans sa poitrine, mais elle réussit à atteindre l'autre côté. Ils reprirent leur marche, plus prudents que jamais. L'air devenait de plus en plus vicié, chargé d'une odeur de soufre. Aliénor avait du mal à respirer et elle n'était pas la seule. Plusieurs personnes commençaient à tituber. « Nous devons être proches de la sortie, » dit le guide. « Tenez bon !» Et effectivement, après un dernier virage, ils virent une lueur au loin. La lumière du jour! Un cri de joie monta de la troupe épuisée. Ils accélérèrent le pas, oubliant leur fatigue. Ils émergèrent des grottes dans une vallée étroite, de l'autre côté du massif. Le soleil brillait, l'air était pur et doux. C'était comme renaître après avoir traversé les enfers. Mais la joie fut de courte durée. Du sommet d'une colline voisine, des cavaliers les observaient. Des croisés. « Courez !» cria quelqu'un. La panique s'empara du groupe. Les gens se mirent à courir dans tous les sens, mais où aller? Ils étaient épuisés, affamés, incapables de soutenir une course prolongée. Les cavaliers chargèrent, sabres au clair. Aliénor vit avec horreur qu'ils allaient être massacrés. Puis, soudain, d'autres cavaliers surgirent d'une forêt proche. Ils portaient les bannières catalanes. C'étaient les alliés qu'Esclarmonde avait contactés, des nobles catalans sympathisants de la cause cathare. Ils engagèrent le combat contre les croisés, permettant aux réfugiés de s'échapper vers la forêt. Aliénor courut avec les autres, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, le bruit du combat faisait rage. Cris, cliquetis d'épées, hennissements de chevaux. Elle n'osait pas se retourner. Ils atteignirent la forêt et s'y enfoncèrent profondément. Les Catalans les rejoignirent 1 heure plus tard, victorieux. Ils avaient mis les croisés en déroute. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit leur chef, un homme au visage buriné. « Nous allons vous conduire jusqu'à la frontière. De là, vous pourrez gagner Barcelone. » Cette nuit-là, le camp des réfugiés ressemblait à une fête. Ils avaient réussi, ils étaient libres. Les femmes chantaient, les enfants riaient et même les hommes les plus durs avaient les larmes aux yeux. Mais Aliénor ne pouvait pas partager leur joie. Elle pensait à Raymond, au groupe leur. Qu'était-il advenu d'eux? Avait-il réussi à échapper aux croisés ou était-il tombé dans le piège? La réponse vint 2 jours plus tard, alors qu'ils approchaient de la frontière catalane. Un cavalier essoufflé les rejoignit. C'était un des hommes du groupe de Raymond. « Le groupe leur a été attaqué, dit-il, le visage marqué par la douleur. Près du col de la Rose Noire, les croisés nous attendaient en embuscade. Nous nous sommes battus, mais ils étaient trop nombreux. » « Raymond » demanda Aliénor, la voix étranglée. « Mon frère, est-il... » « Il a survécu, mais il a été capturé. » Le messager baissa les yeux. Ainsi que 7 autres. Ils ont été ramenés à Carcassonne. Le légat du pape a annoncé qu'ils seraient brûlés publiquement dans 3 jours pour l'exemple. Le monde s'effondra autour d'Aliénor. Son frère, son dernier parent, allait mourir sur le bûcher. Et elle était impuissante, trop loin pour faire quoi que ce soit. Non. Elle ne pouvait pas le laisser mourir, pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. « Il faut que je retourne à Carcassonne, » dit-elle à Esclarmonde. La vieille parfaite la regarda avec tristesse. « C'est de la folie, mon enfant. Tu ne pourras rien faire pour lui. Tu ne feras que te jeter dans la gueule du loup. Je ne peux pas l'abandonner. Et comment comptes-tu le sauver ? Tu es recherché. Dès que tu mettras les pieds dans la ville, on t'arrêtera. Alors je me livrerai. Je dirai que c'est moi qui dirigeais le réseau de la Rose Noire. Je négocierai sa libération contre ma vie. Ils te brûleront tous les 2. Peut-être, mais au moins j'aurai essayé.
Aliénor se leva, déterminée. « Je ne peux pas vivre en sachant que je ne l'ai pas tenté. » Esclarmonde soupira profondément. « Tu es aussi têtu que ton père. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite fiole. « Prends ceci, c'est de la belladone. Si les choses tournent mal, si la douleur devient insupportable, bois-en quelques gouttes. Tu t'endormiras pour toujours, sans souffrir. » Aliénor prit la fiole, la gorge serrée. « Merci. Va maintenant, que Dieu te protège. » Le voyage de retour vers Carcassonne fut un cauchemar. Aliénor voyagea seule, se cachant le jour, avançant la nuit. Elle vola un cheval dans une ferme, traversa des forêts sombres, franchit des rivières glacées. Sa détermination était la seule chose qui la maintenait debout. Elle atteignit Carcassonne la veille de l'exécution. La ville était en effervescence. Des échafauds avaient été dressés sur la place principale, et des piles de bois attendaient d'être enflammées. Le peuple se pressait déjà pour avoir les meilleures places. Pour certains, un auto-da-fé était un spectacle, un divertissement. Aliénor entra dans la ville par une porte peu gardée, dissimulée sous une cape à capuchon. Elle devait trouver un moyen de voir Raymond, de lui parler une dernière fois. Mais comment accéder au cachot du château? La réponse lui vint d'une manière inattendue. Alors qu'elle errait dans les rues, elle aperçut une silhouette familière, Guillaume de Montfort. Il marchait seul, l'air sombre, et se dirigeait vers une taverne. Aliénor le suivit à distance prudente. Quand il entra dans la taverne, elle attendit quelques minutes, puis le rejoignit à l'intérieur. La taverne était bondée et bruyante. Guillaume était assis dans un coin sombre, une chope de bière devant lui. Il avait l'air épuisé, hanté. Aliénor s'approcha et s'assit en face de lui. « Messire de Montfort », il leva les yeux, surpris, puis son visage se durcit. « Vous, que faites-vous ici? Vous êtes folle de revenir. »« Je sais, mais je n'ai pas le choix. Mon frère va être brûlé demain. » Raymond de Cordes, oui, je sais. Guillaume but une longue gorgée de bière. C'était donc lui, le chef du groupe Leur, un homme courageux. « Aidez-moi à le sauver. » Le chevalier la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Le sauver? Comment? Il est gardé par une dizaine de soldats dans les cachots du château, et demain, il sera brûlé devant toute la ville. Il n'y a aucun moyen de le sauver. Il doit y avoir un moyen. Il n'y en a pas. » Guillaume se pencha vers elle, baissant la voix. « Écoutez-moi bien, dame Aliénor. J'ai déjà risqué ma vie pour vous une fois. Mon oncle me soupçonne d'être impliqué dans votre évasion. Si je fais quoi que ce soit d'autre, c'est moi qui finirai sur le bûcher. Alors laissez-moi au moins lui parler, une dernière fois. Je vous en supplie. » Les yeux bleus de Guillaume la fixèrent longuement. Elle y vit un combat intérieur, une lutte entre le devoir et la compassion. « Vous ne renoncez jamais, n'est-ce pas ?» dit-il finalement avec un soupir las. « C'est mon frère. D'accord, je vais vous faire entrer dans le château, mais c'est tout ce que je peux faire. Le reste dépend de vous. » Cette nuit-là, déguisée en servante, Aliénor suivit Guillaume dans le château. Il avait soudoyé un garde et obtenu les clés des cachots. Ils descendirent les escaliers de pierre jusqu'aux cellules souterraines. Raymond était dans la dernière cellule, enchaîné au mur. Son visage portait les traces des coups et du sang séché maculait sa chemise. Mais quand il vit Aliénor, ses yeux s'illuminèrent. « Aliénor, tu es venue !» Elle tomba à genoux près de lui, saisissant ses mains enchaînées. « Mon frère, oh, mon frère, que t'ont-ils fait ?»« Ce n'est rien, juste quelques bleus. » Il sourit faiblement. « J'ai connu pire. »« Je vais te sortir d'ici. »« Non. » Raymond secoua la tête. « Tu ne peux pas, et je ne te laisserai pas mourir pour moi. »« Alors nous mourrons ensemble. » Tu parles comme une idiote. Malgré la gravité de la situation, il parvint à rire. « Écoute-moi bien, petite sœur. Les autres ont réussi à s'enfuir. Le convoi est en sécurité en Catalogne. Notre mission est accomplie. Ma mort aura servi à quelque chose. Ta mort ne servira à rien si tu meurs. Ma mort prouvera que nous n'avons pas peur, que nous sommes prêts à tout pour notre foi. »
Il porta les mains d'Aliénor à ses lèvres. « Promets-moi que tu vivras. Promets-moi que tu partiras d'ici et que tu referas ta vie quelque part, loin de cette folie. » « Je ne peux pas. »« Tu le peux, tu le dois. » Ses yeux se remplirent de larmes. « S'il te plaît, Aliénor, ne me laisse pas mourir en sachant que ma sœur bien-aimée va se jeter dans le feu après moi. » Guilhem posa une main sur l'épaule d'Aliénor. « Il a raison, vous devez partir. »« Non !» Elle se dégagea violemment. « Il doit exister un autre moyen. » « Il n'y en a pas, » dit une voix derrière eux. Ils se retournèrent et virent Pierre Arnaud de Barbacane, le légat du pape, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était accompagné d'une demi-douzaine de soldats. « Comme c'est touchant, dit-il avec un sourire cruel, la petite herboriste hérétique venue dire adieu à son frère. Et regardez qui l'a aidé, le chevalier Guilhem de Montfort lui-même. Quelle délicieuse ironie! Guilhem porta la main à son épée, mais les soldats étaient déjà autour de lui, leurs lances pointées. « Ne faites pas de bêtises, messire, » dit le légat. « Vous êtes déjà en assez mauvaise posture. Aider une hérétique à s'échapper, puis lui permettre d'accéder aux prisonniers, votre oncle sera très déçu. »« Mon oncle peut aller au diable, » cracha Guilhem, « ainsi que vous et toute votre prétendue croisade. » Le légat ne sembla pas offensé. Au contraire, il paraissait amusé. « Enchaînez-les tous les deux, » ordonna-t-il aux soldats. « Ils rejoindront les autres sur le bûcher demain. » On arracha Aliénor à son frère et on la jeta dans une autre cellule. Guilhem fut emprisonné à côté d'elle. À travers les barreaux, ils pouvaient se voir. « Je suis désolé, » dit Aliénor, la voix brisée. « C'est à cause de moi que vous allez mourir. »« Non, » répondit Guilhem calmement. « C'est à cause de mes propres choix. J'ai choisi de vous aider parce que je ne pouvais plus supporter ce que nous faisions, parce que j'ai vu en vous quelque chose de pur, quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Et maintenant, nous allons tous mourir. Peut-être, ou peut-être pas. Il y avait une lueur étrange dans ses yeux. Avez-vous encore la rose noire que vous avez donnée Esclarmonde ?» Aliénor fouilla dans sa manche et en sortit la petite sculpture en bois. « Oui, pourquoi ? Donnez-la-moi. » Elle la fit passer entre les barreaux. Guilhem l'examina attentivement, puis appuya sur un point précis. La rose s'ouvrit, révélant un compartiment secret contenant une minuscule clé. « Je le savais, » murmura-t-il. « Esclarmonde vous a donné plus qu'un simple signe de reconnaissance. Elle vous a donné un moyen de vous libérer. » Qu'est-ce que c'est ? Une clé passe-partout. Les cathares en fabriquent depuis des années pour leurs prisonniers. Il tendit la clé à Aliénor. « Attendez la nuit. Quand les gardes dormiront, ouvrez votre cellule et libérez votre frère et les autres, puis partez. »« Et vous ? Moi ?» Il sourit tristement. « Je reste. Quelqu'un doit payer pour cette évasion, sinon ils vous poursuivront jusqu'au bout du monde. »« Non, je ne vous laisserai pas mourir à ma place. »« Ce n'est pas à votre place, c'est par choix. » Guilhem s'assit contre le mur de sa cellule. « J'en ai assez de cette guerre, Aliénor, assez de tuer au nom d'un Dieu qui prêche l'amour. Si je dois mourir, que ce soit au moins pour quelque chose de bien, pour sauver des innocents plutôt que pour les massacrer. Guilhem, partez, vivez, et n'oubliez pas le chevalier qui a trouvé sa rédemption grâce à vous. » La nuit tomba lentement sur Carcassonne. Dans sa cellule, Aliénor serrait la minuscule clé, le cœur déchiré. Comment pouvait-elle laisser Guilhem mourir, cet homme qui avait tout sacrifié pour elle? Mais elle pensa à Raymond, aux autres prisonniers. Elle avait une chance de les sauver, une seule chance. Vers minuit, quand les bruits du château se furent tus, elle utilisa la clé pour ouvrir sa cellule. La serrure céda sans un bruit. Elle libéra ensuite Raymond et les 7 autres prisonniers. « Comment allons-nous sortir » chuchota Raymond. « Par les égouts.
répondit un des prisonniers, un homme qui connaissait le château. « Il y a une grille qui donne sur la rivière. » Ils se faufilèrent dans les couloirs obscurs, évitant les gardes endormis. Aliénor s'arrêta devant la cellule de Guilhem. « Venez avec nous, supplia-t-elle à voix basse. « Non. Si je pars, ils sauront que quelqu'un vous a aidé. Ils enverront des patrouilles dans toutes les directions. Mais si je reste, si je prétends que vous m'avez assommé et volé la clé, ils me croiront peut-être. Et s'ils ne vous croient pas? Alors, je brûlerai demain. » Il lui prit la main à travers les barreaux. « Adieu, dame Aliénor de Cordes. Vous avez été la plus belle chose qui me soit arrivée dans cette guerre maudite. » Elle voulut protester encore, mais Raymond la tira par le bras. « Viens, nous n'avons pas de temps. » À contre-cœur, Aliénor suivit son frère et les autres. Ils trouvèrent l'entrée des égouts, descendirent dans l'obscurité puante et rampèrent dans les tunnels étroits jusqu'à la grille qui donnait sur la rivière Aude. La grille était rouillée, mais céda sous leurs efforts conjugués. Ils plongèrent dans l'eau glacée et nagèrent vers la rive opposée, trempés, épuisés, mais libres. Ils s'enfuirent dans la nuit, mettant autant de distance que possible entre eux et Carcassonne. Au petit matin, ils étaient déjà loin, cachés dans une forêt dense. « Nous avons réussi, » dit Raymond en serrant sa sœur dans ses bras. « Nous sommes libres. » Mais Aliénor ne ressentait aucune joie. Elle pensait à Guilhem, seul dans sa cellule, attendant le bûcher. Les jours suivants furent un cauchemar de fuite et de cachette. Ils rejoignirent finalement les autres réfugiés en Catalogne. Esclarmonde les accueillit avec des larmes de joie. « Vous avez accompli l'impossible, » dit-elle en bénissant Aliénor. « Vous avez sauvé votre frère et les autres. Vous êtes une héroïne. » « Je ne me sens pas comme une héroïne, » murmura Aliénor. « Un homme est mort à cause de moi. » « Guilhem de Montfort » Esclarmonde secoua la tête. « Il n'est pas mort, mon enfant. »« Quoi ?» Des nouvelles nous sont parvenues de Carcassonne. Le chevalier Guilhem n'a pas été exécuté. Son oncle Simon a intercédé pour lui. Il a été emprisonné, certes, mais il vit. Aliénor sentit son cœur bondir. « Il est vivant, oui. Et plus encore, il paraît qu'il a renié sa participation à la croisade. Il a déclaré publiquement que cette guerre était une abomination, que massacrer des innocents au nom du Christ était un blasphème. Cela lui a valu la haine de beaucoup, mais aussi le respect de certains. Où est-il maintenant? En prison, probablement pour longtemps. Simon de Montfort ne peut pas le faire exécuter, ce serait tuer son propre neveu. Mais il ne peut pas non plus le laisser libre. Esclarmonde posa une main ridée sur celle d'Aliénor. Peut-être qu'un jour, vous le reverrez. Les mois passèrent. Aliénor et Raymond s'installèrent dans un petit village catalan près de Barcelone. Elle y ouvrit une modeste écope d'herboriste, tandis que Raymond travaillait comme forgeron. Il vivait simplement, paisiblement, essayant d'oublier les horreurs de la croisade. Mais Aliénor ne pouvait oublier Guilhem. Chaque nuit, elle rêvait de lui, de ses yeux bleus, de sa voix douce. Elle se demandait s'il pensait à elle aussi, dans sa prison de Carcassonne. 1 an passa, puis 2. La guerre en Languedoc continuait, impitoyable. Simon de Montfort était mort, tué lors du siège de Toulouse. Son fils lui avait succédé, mais les croisés perdaient du terrain. Un jour de printemps, alors qu'Aliénor travaillait dans son jardin d'herbes médicinales, elle entendit frapper à sa porte. Elle alla ouvrir et resta figée sur place. Guilhem de Montfort se tenait sur le seuil, amégaï, marqué par l'épreuve, mais vivant. « Bonjour, dame Aliénor, » dit-il avec un sourire timide. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Elle se jeta dans ses bras sans un mot, pleurant de joie et de soulagement. Il la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Comment avez-vous réussi à m'échapper ?» Il rit doucement.
Disons qu'une certaine rose noire a encore fleuri dans l'ombre. Esclermonde a des amis partout. Ils ont organisé mon évasion. Et maintenant, il la regarda avec tendresse. Maintenant, je suis un homme libre. Libre de vivre comme je l'entends. Libre d'aimer qui je veux. Il hésita, soudain timide. Si vous voulez bien de moi, bien sûr. Si je veux bien de vous, Aliénor rit à travers ses larmes, imbécile. Elle l'embrassa, et dans ce baiser se mêlait toute la douleur, toute la peur, toute l'espérance qu'ils avaient portée pendant ces longues années de séparation. Raymond sortit de la maison, attiré par le bruit. Quand il vit Guillaume, il fronça les sourcils un instant, puis son visage s'éclaira d'un large sourire. « Le chevalier croisé, dit-il en lui tendant la main, bienvenue parmi les hérétiques. » Guillaume lui serra la main fermement. « Merci de m'accueillir, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est qui tu aimes maintenant. » Raymond regarda sa sœur, puis Guillaume. « Et quelque chose me dit que tu vas faire partie de la famille. » Les années qui suivirent furent paisibles. Guillaume et Aliénor se marièrent selon le rite cathare, avec Esclarmonde comme témoin. Ils eurent 3 enfants qui grandirent dans la paix et la liberté, ignorant les horreurs que leurs parents avaient connues. La croisade contre les cathares se poursuivit encore pendant des années, mais peu à peu elle perdit de sa vigueur. Les parfaits cathares disparurent presque entièrement, leurs croyances s'éteignirent comme une bougie dans le vent. Mais le réseau de la rose noire ne mourut jamais complètement. Il continua à exister dans l'ombre, aidant tous ceux qui fuyaient l'oppression, quelle qu'elle soit. Et la rose sculptée en bois noir passa de génération en génération, symbole d'espoir et de résistance. Aliénor vécut jusqu'à un âge avancé, entourée de ses enfants et petits-enfants. Guillaume ne la quitta jamais, restant à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Quand elle mourut, un jour d'automne semblable à celui où elle avait sauvé Pierre Arnaud, Guillaume posa sur sa tombe une rose noire, fraîchement cueillie. Puis il s'assit à côté de la pierre tombale et raconta à ses petits-enfants l'histoire de leur grand-mère, l'histoire d'une femme courageuse qui avait défié une armée, sauvé son frère et trouvé l'amour au milieu de la guerre. « Rappelez-vous toujours, dit-il en regardant le soleil couchant, que même dans les ténèbres les plus profondes, une rose peut fleurir. Il suffit d'avoir le courage de la planter. » Et sous la terre catalane, Aliénor de Cordes reposait en paix, sa mission accomplie, son serment tenu. La rose noire avait fleuri dans l'ombre, et sa lumière continuerait à briller pour toujours dans le cœur de ceux qui se souvenaient.